Croyez-vous en votre destin? Moi, pour ma part, c'est un oui. Je pense que chaque homme sur Terre a une tâche à accomplir. Et le but, c'est de la trouver. Aujourd'hui, dans l'épisode de Under, nous sommes partis à la rencontre de Vincent Bargis, artiste et surréaliste et plasticien hors pair. Je vous quitterai sur cette citation. L'art est fait pour troubler. Georges Braque. Je m'appelle Vincent Bargis, je suis artiste plasticien et muraliste. Voilà, mon nom complet d'artiste, c'est Vincent Bargis M7. J'ai ajouté une petite particule qui est un M et un 7, parce que le chiffre 7 est mon porte-bonheur, donc ça veut dire Mojo 7. J'ai grandi à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, dans le 94. On faisait partie de la classe moyenne. Mes parents sont divorcés depuis que j'ai 6 ans. Donc avec mon petit frère, on a vécu avec ma maman. Et voilà, on a eu une enfance plutôt joyeuse. On n'a manqué de rien. Fier de ma maman, comme elle a réussi à nous élever, mon frère et moi. Alors moi, mon parcours, c'était un peu naturel au début. En fait, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était sport, dessin, art plastique. Donc à l'école, les bonnes notes, c'était sport, dessin et musique. Après, j'avais d'autres bonnes notes, mais c'était pas ce qui me passionnait. Donc j'étais vraiment tourné vers les arts, en fait, ce qui était image et son. Et naturellement, je me suis retrouvé à devenir graphiste parce que j'avais des amis qui organisaient des soirées. Et puis moi, comme je commençais à gérer un petit peu les logiciels de design et tout ça, j'ai commencé à faire des flyers, à faire des affiches. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu graphiste freelance. Et après, j'ai bossé avec des agences et j'ai été directeur artistique sur des projets. Voilà, ça c'est un peu la grande première partie de ma vie professionnelle. Moi, je m'éclatais bien quand j'étais graphiste. Au début, quand on me demandait des créas, quand je bossais avec des nouvelles agences, parce que c'était assez flatteur. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'au final, on nous demande d'être des créatifs. On nous dit toujours on est des super créatifs. Mais les commandes qu'on nous fait, elles finissent jamais par être notre création à nous. Il y a toujours une forme de récupération du client ou de l'agence qui veut changer une couleur. Donc au final, c'est pas des créations qui viennent de moi, c'est des commandes. Et ça, au bout d'un moment, ça m'a frustré. Et j'ai réfléchi à savoir comment je pouvais récupérer ma liberté de créer. Et ça s'est présenté naturellement à moi. Je me suis dit, bah voilà, en étant artiste. En étant artiste, je fais ce que j'ai envie de faire dans mon atelier, je le présente. Si ça plaît, tant mieux, et les gens à qui ça plaît pas, ils vont voir ailleurs, ils vont voir autre chose. Quand j'ai trouvé cette idée-là, je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse pour vraiment récupérer toute ma liberté de créer et faire ce que j'ai envie, quoi. En fait, j'ai eu un grave accident de scooter en 2009, en hiver en 2009, où j'ai vraiment failli y passer. Ça m'a permis de réfléchir, de me poser des questions sur ce qui m'allait dans mon existence, ce qui allait pas, ce que j'avais envie de changer. C'est comme ça que ça m'est venu. Et du coup, pendant ces mois de convalescence, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir sur ma condition, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. C'est vraiment le mec qui a vécu un petit trauma dans sa vie et qui a décidé de faire autre chose et qui s'est vraiment donné les moyens de le faire. Et pour ça, il m'a toujours impressionné. Voilà. Grâce à ça, ou à cause, je sais pas trop comment dire, mais j'ai arrêté le 2 roues, j'ai arrêté le scooter, je me suis mis à reprendre les transports, mais tout en me disant que j'allais reprendre un 2 roues. Donc j'ai jamais acheté de passe Navigo, j'ai toujours acheté des tickets au carnet. Et je sais pas pourquoi, je les ai pas jetés. Je les ai mis dans un coin chez moi. Et un jour, il y en a un qui m'a fait des signes comme ça, littéralement. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu. Qui m'a dit oh, regarde. Et il m'a montré, j'ai vu à ce moment-là, cette bande magnétique qu'il y a sur le ticket de métro. Je me suis dit, mais oui, voilà, c'est avec ça que je peux commencer à dessiner, à créer des choses. Avec cette bande magnétique, je peux dessiner ce que je veux. C'est comme un feutre, comme un pinceau. Donc je vais composer des images avec les tickets de métro. Et on verra bien ce que ça donne. Et ça me plaisait de le faire. Je le faisais même pas en me disant, je vais vendre à tel prix, C'était vraiment parce que j'avais besoin de revenir à quelque chose de manuel, j'avais besoin de quitter un peu l'ordinateur et les pixels et de revenir à quelque chose de manuel. Et voilà, et tout s'est enchaîné comme ça. Au fur et à mesure que je faisais ça, j'en parlais à mes proches et je leur ai montré. Et ils m'ont quand même pas mal encouragé en me disant « Ouais, c'est super ce que tu fais, ça pourrait devenir des œuvres d'art qui pourraient être vendues. » Du coup, j'ai réfléchi comment je pouvais devenir artiste. Et en fait, j'avais un seul ami qui s'appelle Stu. Alors moi, c'est Stu, artiste mondialement connu
Je rigole. Non, artiste, plasticien, pochoiriste, multidisciplinaire, infographeur, j'aime bien dire que je suis infographeur. C'est un ami de longue date, on s'est rencontrés il y a peut-être 20 ans, quand on était jeunes et fougueux et qu'on allait en soirée techno. Et puis il y a quelques années, après son accident, il me tournait un peu autour parce qu'il voulait. Moi j'étais déjà artiste, il voulait faire ça de sa vie aussi. J'avais une place et le week-end, je crois, une semaine ou deux avant, j'avais vu Vince à une soirée et il m'avait dit si un jour tu as une place dans l'atelier, j'aimerais bien venir. Donc je me suis dit, je vais suivre Stu, je vais aller questionner Stu, je vais harceler Stu pour qu'il m'explique comment on fait. Donc à partir de là, je l'ai suivi dans ses expos, dans les vernissages, puis je le prenais à part, je lui demandais, je lui m'expliquais. Et à un moment, il a compris que j'étais motivé et que je voulais vraiment devenir artiste et que j'avais un sujet pour le faire. Donc il m'a invité à venir à son atelier. Et quand j'ai découvert son atelier, je lui ai dit là c'est fini, moi je repars plus jamais d'ici, je veux rester là. Donc je l'ai appelé, direct il était motivé, il est venu. Il est resté, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça, à squatter mon atelier. Il y a une place qui s'est libérée à côté du mien. Et Vince, naturellement, il commençait à avoir des plans. Donc naturellement, il a pris un atelier. Et voilà, et donc il m'a vraiment aidé pour ça, pour confirmer vraiment dans mon esprit le projet que j'avais de devenir artiste. Et 2-3 semaines plus tard, il m'a envoyé un texto pour me dire c'est bon Vince, viens à l'atelier, j'ai une place pour toi. Donc là, je sautais partout. On aurait dit le diable de Tasmanie, tellement j'étais content. Et donc je suis arrivé à cet atelier avec mes tickets et j'avais vraiment l'impression d'être un peu un autiste en fait, en faisant ça tout seul dans mon coin le soir. Et en fait, quand je suis arrivé à l'atelier, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres artistes qui étaient un peu fous comme moi. Vincent, je l'ai rencontré la première fois que je suis venu dans cet endroit. Je venais faire un stage de pochoir et il y avait un mec qui était dans le coin, plutôt sympathique. Et il s'est tout de suite mêlé de notre stage, mais au bon sens du terme. Et, il nous a donné des conseils de pratique et on a tout de suite commencé à lier d'amitié. Qui faisaient des choses, voilà, on se demande pourquoi ils font ça et comment ça leur est venu, mais c'est une pratique artistique et ils participent à des expos, ils prennent du plaisir à le faire et en plus ils gagnent leur vie en le faisant. Donc j'ai trouvé ça formidable et ça m'a complètement conforté dans mon idée de devenir artiste et aussi avec les encouragements des gens autour qui voyaient mes collages, ça m'a conforté dans le fait que voilà, j'avais ce point de départ, cette bonne base, cette bonne source pour commencer une carrière d'artiste. C'est vraiment le fait d'arriver à l'atelier qui m'a confirmé que c'était possible. Et effectivement, c'est mes proches au début, quand j'étais encore dans mon studio, qui venaient à la maison, qui m'ont encouragé en me disant « Ouais, mais c'est quand même intéressant ce que tu fais, c'est super. On n'a vu personne faire ce genre de choses-là avec des tickets de métro. » Donc ça, déjà, ça m'a conforté un petit peu ça m'a mis plus en confiance justement avec cette idée que j'avais. J'étais plus en train de me dire bon bah peut-être que je peux en faire quelque chose. Oui, l'étape atelier, là ça a été vraiment la consécration puisque il y a plusieurs artistes au village justement qui sont street artistes, qui sont des anciens du graffiti. Donc assez rapidement, j'ai même eu envie de reprendre l'aérosol. J'en avais fait, mais j'étais jeune. Et là, ça m'a repris. Et du coup, maintenant, je fais des façades, je fais des super projets en termes de peinture murale. Donc oui, c'est sans aucun doute, j'y serais pas arrivé tout seul. Il a fallu qu'on me conforte, qu'on me pousse, qu'on me complimente pour que dans ma tête, ça devienne quelque chose de sûr. Ok, c'est bon, je peux aller dans cette direction, c'est validé. Alors mon univers, déjà c'est géométrique. Ça c'est certain puisque j'utilise vraiment des formes simples, des lignes, des cercles. Pour moi, avec une ligne et un cercle, on peut quasiment tout faire.
Alors Vincent, c'est quelqu'un qui travaille essentiellement dans l'art optique ou l'art cinétique. Donc il essaye de créer des illusions optiques, des transformations visuelles à travers ses tableaux et à travers les murs qu'il réalise, quoi. Ce que j'essaye de faire, c'est toujours quelque chose d'assez... pas dérangeant, enfin si c'est dérangeant, mais marquant en termes visuels. Il y a certaines œuvres que je dessine ou que je peins, certaines personnes ne peuvent pas les regarder. Ça rayonne trop ou ça fait mal aux yeux. Donc voilà, moi c'est ce que je recherche un petit peu, c'est ce genre de réaction-là chez les gens. Donc j'essaie de créer des choses belles, déjà, puisque j'aime bien, moi il faut que ça me plaise. J'ai une idée du beau, j'ai mon idée du beau et des belles choses. Donc il faut que ça me plaise et il faut que ça soit un petit peu dérangeant ou marquant, que ça fasse travailler le regard. Ouais, c'est une que j'ai kiffée et une qui m'a fait le plus mal au crâne parce que il fait ses lignes, ses trucs parallèles à noir-blanc et en plus moi j'ai une vue de merde. Et du coup ça me fait vraiment voir il suffit de peu. Il y en a une qui s'appelle Éclosion, je crois, c'est un cadre, il a fait ses lignes au scotch avec un délire de sphères et de lignes et des couleurs un peu fluo. Et celle-là, elle m'a toujours beaucoup plu. Mais j'ai une petite anecdote comme ça qui est rigolote, c'est dans les premières fois où j'ai présenté mes œuvres personnelles avec les tickets de métro, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on dirait du Victor Vasarely. Je ne savais même pas qui c'était, Victor Vasarely. Et du coup, je suis allé voir sur internet après, et là je me suis rendu compte que c'était un très grand artiste, même limite l'inventeur de l'art optique. Et donc c'était très, très flatteur. Et ça m'a permis justement de fouiner un peu et de découvrir d'autres artistes, parce que je ne m'étais jamais intéressé à ça. J'ai jamais fait trop d'histoire de l'art et de choses comme ça. Donc je faisais vraiment à l'instinct. Et quand on m'a dit que mon travail faisait penser au travail de un tel ou un tel, que je connaissais pas, là je disais bon ok. Et puis en allant voir après, en vérifiant, j'étais super fier parce que Vasarely c'est un grand artiste et aujourd'hui maintenant je suis fan de Victor Vasarely même si je connaissais pas. Ouais c'est ça, quand on me contacte pour un projet, en général, comme c'est avec des agences, ils arrivent avec des budgets prédéfinis. Donc si le budget me convient, je dis oui, et en général c'est le cas, j'ai pas trop de problèmes. Il y a peut-être 2-3 fois où il a fallu que je renégocie un petit peu, mais globalement ça se passe comme ça. Et donc je dois développer une maquette, je dois faire une maquette pour présenter l'idée que j'ai l'intention de peindre sur le mur. Après de toute façon, moi je fais tout le temps des maquettes, je prépare quasiment tout le temps mes projets sur ordinateur. Parce que lui il est très ordonné, tu vois, dans sa vie. Enfin, très ordonné, on va dire. Quand tu regardes son bureau, rangé comme ça, et quand on décrit son art, on dit souvent il est comme ça, tu vois. C'est juste que le mec, il s'arrête jamais, en fait, tu vois. Enfin, quand il a un truc précis en tête, il a que ça en tête. And it's still Westside Pasadena. Are you niggas just some fans, huh? Ay, really got a plan, huh? But coming to some paper, you won't even lift your man up. I'm coming off the dribble, it's simple, I make them stand up. Come from where they sagging, now luxury, hold my pants up, I'm nasty. Nigga, you should ask me. Best about the city, ask my daughter why she dabbing. Niggas got my name in their mouth while they songs in the drought. I know it's hard to get out, you should be closing your mouth. I told them only time would tell, they craving for it. Ce projet-là, il a été commandé à une agence avec laquelle je travaille par La Défense, par Paris La Défense. Ils m'ont demandé de faire des fresques sur ce thème avec des messages un peu impactants, un peu motivants, comme là, let's go. Et puis des silhouettes de nageuses, de nageurs, des silhouettes de joueurs de water-polo, de joueuses de water-polo. Donc là, on retrouve 10 grandes fresques dans le tunnel, un peu comme ça, dispersées sur la longueur et de chaque côté. Et on en a une ici où il y a écrit Let's Go justement, qui fait un peu l'entrée avec une flèche là qui indique un peu mieux la piste cyclable. Aujourd'hui, Vince, il a des plans, des super gros plans, donc il peut faire croquer tous les copains. En plus, il nous paye. C'est l'idéal. C'est vraiment un plaisir de peindre parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Et puis dans le travail aussi, il est assez carré.
Ce qui est important quand on travaille à plusieurs, parce que sinon ça peut vite partir en sucette. Donc ça, voilà, c'est appréciable aussi dans le travail d'être carré, mais en même temps d'avoir la liberté de rigoler, de s'amuser, parce que les choses sont carrées justement. Donc après, ça se passe généralement bien, les choses sont bien pensées. Voilà, c'est un plaisir à chaque fois de venir l'assister. L'histoire de l'atelier, donc le village, on s'est monté en association. Donc l'association, on l'a nommé le village. Et donc depuis, ça doit faire 4 ans maintenant, on est en autogestion. Donc c'est nous qui avons fixé les prix au mètre carré pour faire les loyers de chaque espace, de chacun. C'est nous qui payons l'électricité, tous les frais réels, les fluides et tout ça. Donc on est vraiment en autogestion, on est toléré par la mairie. Maintenant, ils nous ont fait une convention d'occupation, mais pendant longtemps, on était juste des squatteurs autorisés en fait. Ça s'appelle le village parce que justement, on est plein là-dedans, on s'entend bien, on est un peu comme le village de Astérix et Obélix, quoi. On est là, on est la résistance de Ivry-sur-Seine, on arrive à pratiquer des loyers super abordables par rapport à d'autres ateliers. Je sais qu'avec les potes de l'atelier, avec le collectif, on fait assez régulièrement des ateliers pour les enfants, donc on organise, ou même pour les adultes, hein. Donc on organise des petits ateliers au village, parce qu'on a une grande place centrale où on peut faire des expos et où on a de l'espace justement pour faire ce genre de petites prestations ou d'événements. On fait des groupes d'une vingtaine d'enfants ou même d'adultes, ou d'adultes qui viennent avec leurs enfants, et on leur apprend à se servir de la bombe, à faire des traits fins, des traits larges, à faire des coulures. On leur apprend à se servir des pochoirs. Voilà, on leur apprend plein de petites astuces et en général, ils veulent plus s'en aller, quoi. Ils sont super contents, ils continuent à peindre. Donc ouais, il y a ce côté transmission qui est plaisant. Après, j'en suis pas à donner des cours à proprement parler, mais on fait de la transmission au mieux, quoi. On essaie de raconter nos techniques. C'est chez nous, quoi. C'est génial, c'est le village. Alors oui, les conseils à donner, c'est de faire exactement ce que j'ai fait moi quand j'ai voulu devenir artiste et que j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais le devenir. C'est vraiment en premier lieu réfléchir aux artistes qu'on a dans notre entourage ou aux artistes avec lesquels on peut échanger facilement. Et puis après, pas hésiter à leur poser des questions, à les suivre dans les expos, dans les vernissages, se retrouver avec des gens du milieu pour discuter, pour avoir pour comprendre certaines clés, pour apprendre des tricks. Voilà, se rapprocher de ce milieu-là et puis produire des choses, avoir déjà un concept graphique ou une pratique artistique pour pouvoir produire des œuvres et les présenter et du coup obtenir des retours et pouvoir se faire une idée. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux améliorer? Comment j'améliore? Est-ce que je passe à autre chose? Alors les projets pour la suite, moi j'en ai un qui est assez concret. Depuis 2 ans, je passe l'hiver parisien en Indonésie, à Bali. Parce qu'à Paris il fait trop froid et que j'en ai marre. Donc à Bali, à cette période-là, il pleut, mais au moins il fait chaud. T'es en t-shirt, en short, et voilà. Et puis, et donc l'idée, c'est de me créer un réseau en Indonésie pour pouvoir à terme, d'ici quelques années, m'installer en Indonésie, travailler avec des galeries ou faire des projets de murales là-bas, que ce soit à Singapour, à Bangkok ou à Tokyo. Enfin, voilà, vraiment rester dans cette zone d'Asie du Sud-Est. Et pourquoi pas garder des gros projets en France quand il y a un gros projet, revenir en France pour faire un gros projet. Mais voilà, la deuxième partie de ma carrière d'artiste, ça va être de réussir à faire la passation entre la France et l'Indonésie et pouvoir continuer à travailler en Indonésie. Et puis finir mon existence tranquille, en short, à peindre et à dessiner à Bali. Voilà. Vince, je souhaiterais
pour la suite qu'il fasse moins de murales graphiques comme ça, commerciaux entre guillemets, et qu'il fasse plus de toiles, des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Ça continue comme c'est lancé à l'heure d'aujourd'hui, qu'il ait autant de projets, autant encore de motivation en lui pour faire plus et surtout qu'il arrive à réaliser ses vrais rêves. Ok, il y a la peinture, mais il y a un humain derrière aussi. Et qui soit heureux tout court et qui réalise tout ce qu'il a réalisé. De faire évoluer son travail, exposer, de peindre différents endroits à l'international. Je lui souhaite que le meilleur, hein. Je lui souhaite de vivre de son art déjà, jusqu'à la fin de sa vie. Que de la réussite, qui continue à faire des murs de plus en plus grands et de plus en plus loin, et qu'après il soit tranquille. Ça, tu te laisses un message à ta version de toi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Alors un message à ma version de moi dans 10 ans. Bien joué mec. Non, j'ai envie de dire bien joué parce que je suis assez confiant, je sais que je vais y arriver et que j'arrive toujours à finir par être heureux. Donc ouais, je pense que dans 10 ans, je serai à Bali, dans ma villa, avec mon atelier, en train de peindre ou en train de dessiner. Et je relèverai la tête, je regarderai mon jardin, ma piscine et je me dirai « Ouais, c'était ça qu'il fallait faire ».